Fabien, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis très heureux d'animer cette rencontre parce que la météorite de Hodges, j'en ai déjà parlé sur France Culture. Ça a été une de mes grandes, c'était mon grand choc, grande découverte de ce premier semestre de l'année. Vraiment, ça m'a enthousiasmé. Et je m'y replonge de temps en temps et je trouve ça absolument passionnant. Donc, je suis ravi qu'on en discute ensemble. Je vais faire une présentation rapide de Fabien Rocher. Comme vous pouvez vous en rendre compte à l'image, il est guère plus âgé que vous. Fabien Rocher est né en 1987, si je ne dis pas d'erreur. Et vous avez fait des études de graphisme à l'école Estienne et puis au Gobelin. Et puis, on vous a repéré à Angoulême en 2017 avec le concours Jeunes Talents d'Angoulême, où vous avez eu la deuxième place. Et vous avez été repéré là par un éditeur de chez Delcourt, qui s'appelle Yannick Lejeune, si je ne me trompe pas. Et est arrivée donc tout d'un coup cette météorite qui a traversé le ciel de la bande dessinée, qui est arrivée jusqu'à nous, même si on avait pu déjà vous repérer notamment dans la revue dessinée. Vous êtes un des auteurs de cette aventure de reportage dessiné. Alors peut-être qu'on peut revenir avant les nombreuses questions, j'espère que vous aurez toutes et tous à lui poser sur les origines de ce livre. Quand est-ce que vous avez été percuté vous-même par la météorite de Hodges et comment est né ce livre? Est-ce que vous aviez déjà une idée notamment de la forme qu'il allait prendre? Bon, déjà, merci beaucoup. Je suis très honoré de faire partie de cette sélection. Et merci beaucoup aussi pour la chronique que vous avez faite, qui était très enthousiasmante. Alors, par rapport à cette question, j'ai eu cette idée en 2016. Je commençais à me lancer dans la bande dessinée. Je ne sais pas trop pourquoi, ça m'est un peu tombé dessus, comme ça. Et j'étais en train de travailler sur une idée d'histoire courte qui tournait autour du hasard et du complotisme. Et je voulais évoquer quelqu'un qui s'était presque fait toucher par un morceau de météorite. J'ai l'impression que j'avais vu un reportage comme ça il y a longtemps. J'ai cherché sur Internet et je suis tombé sur cette histoire où quelqu'un s'était fait vraiment toucher par une météorite. Et là, j'ai des images qui me sont arrivées en tête de la première scène. Et je me suis lancé dedans. Après, je pensais que ce serait une histoire courte de 10 pages. Enfin, à ce moment-là, je faisais ça pour moi. Mais voilà. Et après, petit à petit, ça a pris forme. Ah, j'ai plus le son, personnellement. Ouais, Voilà. voilà. Le son. Je lance la conversation et je pourrais faire tout l'entretien avec vous, avec grand plaisir, mais j'aime autant que ce soit vous, les membres du jury, qui posiez des questions. Est-ce qu'il y a déjà une question dès à présent? Voilà. Alors, Joanne Hébert. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Déjà, merci pour cet album que j'ai trouvé très chouette et très intéressant. Et peut-être le truc qui m'a le plus frappé, et du coup c'est une question un peu générale, mais je pense que ça peut introduire un peu, c'est la mise en page, où vous avez à chaque fois plusieurs niveaux de lecture, plusieurs médiums presque qui sont mélangés les uns aux autres. Et vous jouez un peu aussi, j'ai l'impression, avec les codes de la bande dessinée pour en sortir ou pour y revenir. Et je trouve que c'est malheureux parce que du coup, le PDF rendait pas vraiment justice à ce travail-là. Mais enfin voilà, on a l'impression d'être en face d'une sorte de dossier composite avec plein d'éléments qui sont liés par ce thème de la météorite de Hodge. Et voilà, moi, ça m'a rappelé un peu les exercices de style de Queneau. Et enfin, je ne sais pas si vous avez envisagé ça, vous, comme un exercice de style, ou quelle a été la façon dont vous avez réfléchi à cette mise en page et pourquoi vous avez fait ces choix-là. Merci pour ta question. Je pense qu'en effet, j'ai commencé comme un exercice de style, un peu de manière immature, je dirais. Un peu je sais pas, quand on se lance dans un nouveau médium, on a envie d'expérimenter. J'avais fait une histoire courte de 4 pages avant qui était plus classique, un peu comme un storyboard. Et ça m'embêtait de
faire de la BD comme ça à ce moment-là. Et après, quand je suis tombé sur cette histoire, j'ai eu des images en tête de la scène d'introduction. Et ça appelait un peu ce genre de mise en scène. En tout cas, ça permettait ce genre de mise en scène. Et c'était aussi lié à des lectures que j'avais à cette époque, de Chris Ware, à Seth, à Daniel Close. Donc, mon cerveau était un peu câblé là-dessus. Après, c'était aussi dû à mes limitations, parce que je pense que j'aurais pas pu, à l'époque, et peut-être maintenant encore, faire un scénario de bande dessinée. Je pense que j'y arriverais pas. Et c'était aussi, j'ai eu la sensation que l'histoire d'Anne lui avait été un peu volée et qu'elle avait été très, en même temps, son intimité avait été très exposée. Donc je me suis dit aussi que l'histoire pouvait être racontée sans elle, en fait. Et je voulais qu'on la voie que à travers les médias. Donc par exemple, on pouvait la voir quand elle passe à la télévision, mais pas la vraie. On voit que son personnage, en fait. Voilà. Et à la fin, j'ai rajouté, pour que ce soit plus incarné, une scène de rêve et une scène d'introduction. Mais c'était un peu ça l'idée. Et je pense qu'il y avait un côté exercice de style parce que je voulais essayer de m'amuser avec le format BD. Et c'est vrai que j'avais l'impression de faire une BD, un peu une BD collage. Enfin, je prenais tous les documents que j'avais. En tout cas, j'ai commencé comme ça, j'ai essayé de les répartir un peu sur la page, rajouter des objets. Et après, il y avait des connexions qui se faisaient entre les objets. Et du coup, il y avait du texte qui se mettait à naître. Ouais. C'était un peu un jeu au début. Et après, je pense que c'est devenu cohérent, je crois. Merci beaucoup. Je donne la parole à Julie, Julie L. Oui, bonjour. Alors, merci également pour votre album. C'était très intéressant. Et je rebondis un peu sur la question de Johan, parce que j'avais également pensé aux exercices de style, mais votre ouvrage, il m'a également fait penser à un autre livre de Pérec, qui était la tentative d'épuisement d'un lieu parisien. Et je me demandais si, pour rebondir sur ce que vous disiez sur le fait qu'au début, vous pensiez que c'était une histoire courte et que finalement, ça devient un ouvrage très complet qui essaye de vraiment d'épuiser au final cette histoire sous tous les angles possibles, du macroscopique au microscopique, que ce soit la composition de la météorite, ou d'où elle vient, comment ça se passe et tous les impacts que ça va avoir. Est-ce que justement c'est au fil de vos recherches que finalement vous vous êtes dit que prendre tous ces points de vue les uns après les autres et raconter cette histoire de partout, ça pouvait être plus intéressant finalement qu'en faire une histoire courte? Et est-ce que du coup, par exemple, ce livre de Pérec, c'était une de vos inspirations? Merci pour votre question. J'ai lu que les choses de Pérec, donc non. Après, je l'ai étudié un peu à l'école, enfin, je connais ce qu'il fait. Et après, je pense qu'il a dans tous les cas, j'imagine qu'on peut retrouver du Pérec chez Chris Ware et d'autres auteurs. Donc, voilà. Mais je pense que moi, c'est plus que j'ai fait, je l'avais prévu comme une histoire courte. Du coup, j'ai raconté ça de manière très condensée dès le début. Et en fait, j'avais déjà tout raconté, enfin, pas tout, mais tout de suite donné toutes les grandes lignes. Et sauf qu'après, j'ai eu un sentiment un peu de frustration, parce que il y avait plein d'autres trucs que je voulais raconter, mais je voulais garder ce que j'avais déjà fait. Et donc, ça appelait à re-raconter les choses plusieurs fois. Enfin, par exemple, il y avait la chute de la météorite, j'avais envie qu'on en reparle, donc j'ai refait 2 pages dessus. J'avais envie de... Je l'avais raconté trop vite, donc j'avais envie de le re-raconter. Donc je l'ai re-raconté sous un autre angle. Du coup, c'est en ça que vous parlez de collage, parce que finalement, ça s'est ajouté petit à petit. En fait, j'avais toute une collection de documents, de photos,
de trucs pris dans les journaux. Et je regardais ce que j'avais à disposition. Et petit à petit, au fur et à mesure des pages, j'avais de moins en moins de photos. Il y en a parfois que j'ai remis 2 fois, mais j'ai essayé d'épuiser tout ce que j'avais. Donc ça, c'était collage parce que, par exemple, je mettais une photo. Comme je savais que je faisais des doubles pages, je savais qu'il fallait que je raconte un thème dans 2 pages. Donc je mettais une photo là. Après, il fallait que je bouche aussi les espaces. Donc c'est pour ça que ça faisait un peu collage, parce que j'ai l'impression de boucher les espaces avec. J'avais plusieurs trucs qui revenaient, par exemple le film. Je savais que est-ce que je peux coller sur cette. Est-ce qu'il y a une scène du film qui colle avec ce passage-là? Donc j'avais tous ces trucs à disposition que je collais. Enfin, j'avais cette impression de coller. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Si, c'est chouette. Mais c'est surtout qu'au final, quand on regarde votre œuvre, on se rend compte qu'il y a un travail de recherche qui semble titanesque derrière. Vous citez à la fin dans les sources le fait que beaucoup de coupures de journaux ont été numérisées et sont disponibles en ligne, par exemple. Mais pour aller les chercher, etc., tout ça, ça vous a pris combien de temps? En tout cas, la bande dessinée, ça s'est étalé sur 4 ans, je pense. Après, je travaille à côté pour. Voilà. Mais ça a pris déjà plus de temps parce que j'ai pas tout de suite. Comme je pensais que c'était une histoire courte au début, je faisais ça dans mon coin. Et j'ai pris un certain temps avant de contacter le musée et les archives. Donc déjà, ça m'aurait fait gagner du temps, ouais. Et après, il y avait même des trucs qu'ils n'avaient pas. Par exemple, il y a une scène où on voit. En fait, j'étais devenu un peu geek aussi au bout d'un moment. Ça parle aussi un peu de la fascination que cette histoire peut créer, en tout cas sur moi, mais sur les gens aussi. Donc j'étais devenu geek et par exemple, voir le lieu de l'événement, je ne sais pas comment j'ai fait sur Internet, j'ai trouvé des photos satellites de 1948, 1956. J'ai essayé de mélanger pour voir ce que ça aurait donné en 1954. Tout ça pour 2 petites cases qu'on voit sur une page à un endroit, mais j'étais. Donc, par exemple, ça a pris toute la journée de trouver ces photos satellites pour faire une case. Donc voilà, c'est vrai que j'étais très concentré sur les petits détails, mais c'était comme des petits trésors que je trouvais. Donc, voilà. En tout cas, c'est un ouvrage qui est vraiment très, très riche de ces détails, donc le travail se ressent. Félicitations et merci. Merci. Alors, Floriane Rollin a levé la main, c'est à vous. Merci, oui. Bonjour, je reviens sur la fascination du coup, parce que je pense que c'est une histoire qui nous fascine tous et d'un côté, on est tous fascinés par quelque chose qu'on ne comprend pas. Moi, j'ai eu l'impression en lisant votre œuvre que le lecteur et la lectrice du coup étaient enfermés dans une sorte de cycle, un peu un cercle de Sisyphe en fait, avec au début, on a des choses qui sont similaires et qui reviennent à la fin. On a la radio qu'on aperçoit au début qui revient à la fin. On a les 2 planches avec les dessins en bas, notamment la pièce. On a les planches jaunes et en fait, il y a une sorte de contraste entre la pluralité des informations, les nombreuses cases du coup dans une seule planche, qui donne beaucoup de détails sur l'événement, comment ça s'est passé, ce qui a été dit dans les journaux, les réactions des gens. Et finalement, ça crée un contraste entre cette pluralité d'informations et le sens de l'événement qui reste inconnu, indévoilé et qui fait écho aux interrogations que vous je pense par exemple à la page 22, à quoi sert une méthode et finalement la conclusion, elle sert à rien. La grande case où vous adressez directement au lecteur et aux lectrices pour réfléchir, s'arrêter 2 minutes et réfléchir sur l'apparition de la météorite avant de reprendre un quotidien comme si de rien n'était. En fait, il se passe plein de choses. On réfléchit sur le sens de l'événement et finalement on aboutit à rien, comme si on était condamné du coup à retourner vivre nos vies sans explication, dans l'ignorance. Et je trouve que, moi j'appelle ça une sorte de sublime frustration de l'événement. Et je voulais savoir du coup si c'était un choix de votre part ou si c'était quelque chose qui s'est présenté malgré vous. Oui, très bonne question. J'ai plutôt découvert au fur et à mesure de l'histoire ce qui se passait, quoi. Enfin le résultat, disons. J'avais pas trop d'intention très définie quand j'ai commencé. Mais en effet, je remarque que c'est comme si on tournait autour de l'événement avec plein de détails, mais on en reste toujours, j'ai l'impression, extérieur au cœur en tout cas,
au cœur de l'héroïne. Mais c'est parce que j'avais l'impression de pas saisir ça aussi, qu'elle gardait quelque chose, elle garde quelque chose pour elle dans tout ce qui a été, dans tout cet événement. Et il y a aussi quelque chose avec le traitement des faits divers qui est simple. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont racontées dans les faits divers en termes de faits, mais il y a toujours quelque chose, le cœur de l'événement, je pense que dans la façon même dans le mot fait divers, le cœur de l'événement est jamais là, quoi. Et je pense que je voulais garder un peu ce trou-là, et aussi que le personnage garde quelque chose pour elle. Enfin, en tout cas, je voulais pas essayer de boucher son ressenti en disant bon, bah, c'est ça qu'elle a ressenti, c'est comme ça qu'elle l'a vécu exactement. Voilà, je voulais qu'il y ait un trou au milieu du récit. Et aussi ouais, qu'on réfléchisse sur l'événement, mais qu'au final, il y a rien vraiment à réfléchir sur le hasard, quoi. Enfin, tout ce qui est dit est presque ironique tout le temps. Enfin, il y a un sous-texte, un sous-ton ironique. C'est comme tu dis, ça brasse un peu dans le vide. Mais je pense que tu l'exprimais mieux que moi, en fait. Oui, oui, je comprends. Bah, c'est une impression, je pense, aussi pour différents lecteurs et lectrices, je pense. Merci beaucoup. Merci. Et c'est au tour d'Eva Chaussinan de une question à Fabien Rocher. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup pour votre bande dessinée. Moi, je voulais vous poser la question de vos influences. Déjà, vous avez beaucoup parlé de Chris Ware. C'est vrai que j'ai reconnu autant au niveau graphique qu'au niveau des personnages un peu déplacés, un peu passifs par rapport à leur propre histoire. Est-ce que vous en auriez d'autres qui vous ont inspiré au moment de réaliser le livre? Voilà. Merci pour votre question. Bah oui, Ware, Chris Ware, ça s'est un peu imposé à moi malgré moi. Il faut dire que les personnages passifs, même avant que je connaisse Chris Ware, j'ai du mal à imaginer des personnages pas passifs, ce qui est assez compliqué quand on fait une histoire. Donc je pense que ça, c'est lié personnellement à moi. Mais alors au niveau de mes influences, je pense que le livre ressemble finalement peut-être plus à Seth. Par exemple, un bouquin comme George Sprout qu'il a fait, que Chris Ware, mais en même temps, Seth est un auteur qui s'inspirait beaucoup de Chris Ware. Sinon, il y avait aussi des bouquins de James Harder, qui a fait des gros bouquins qui s'appellent Alpha et Omega, qui racontent un peu l'histoire du monde, enfin de la Terre, et en mélangeant plein de sources de documents, des peintures, des trucs, et puis des trucs géologiques. Quoi d'autre? Bah, il y avait aussi Daniel Close. En fait, tous les auteurs qui ont fait des récits chapitrés comme ça, c'est un truc que les auteurs américains indépendants ont fait un moment. Bon, ils étaient tous copains, donc peut-être ils s'inspiraient les uns les autres. Je pense qu'ils s'inspiraient des magazines de comics de leur jeunesse. Et, je sais pas si c'est Chris Ware qui l'a fait en premier, mais et j'aimais bien le côté chapitré comme ça, parce que moi, ça me permettait bon, c'était adapté au début bon, j'en ai parlé avant, ça permettait d'expérimenter un autre type de narration et de faire des histoires courtes, un truc condensé. Mais au final, ça permet aussi comme c'est une histoire qui a été découverte, surtout dans les journaux par les lecteurs, ça permettait de raconter l'histoire un peu sous format journal. Donc c'est un peu, voilà,
c'est un peu les auteurs qui ont fait. Ouais, c'est surtout les auteurs qui ont fait des trucs chapitrés. Donc en effet, ça ressemble un peu à Raymond Queneau aussi, mais c'était pas directement influencé. Je sais pas qui je pourrais dire d'autre. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Parce que moi, j'ai plein de questions encore. En attendant qu'une main se lève, moi, je voulais savoir si est-ce que tout est avéré dedans? C'est-à-dire, quelle est la part de fiction, hormis le rêve de la fin? Parce qu'il y a des coïncidences plus que troublantes. Le drive-in qui s'appelle Comet, le fait qu'on y projette le météore de la nuit, Came from Outer Space, au même moment. C'est comme si tout conspirait pour que cette météorite arrive sur sur cette pauvre femme. Donc, est-ce que vous-même, vous avez relevé des coïncidences troublantes? Et quelle est la part de fiction, d'imaginaire dans ce récit? Il faudrait que je vérifie, mais par exemple, il n'y avait pas ce film projeté là, à ce moment-là. Enfin, j'ai bien. D'ailleurs, la scène, je l'ai mis en 1953. Donc, j'ai vérifié qu'ils étaient sortis à la bonne période, les films, quand même. Et que je me suis dit qu'elle aurait pu le voir et faire les parallèles, éventuellement, avec son histoire elle-même. Qu'est-ce qu'il y a d'inventé? Bah, enfin, il y a des scènes que j'ai inventées, comme oui, par exemple, la scène où. Bon, il y a des trucs évidents. Mais sinon, c'est très, très sourcé. Il y a juste un truc où je suis un peu déçu, parce que j'ai appris juste quand c'était parti à l'impression, en parlant à l'archiviste, finalement, on a découvert que c'était probablement pas vrai que la météorite avait été utilisée comme cale-porte. Là, je suis un peu déçu, mais en fait, c'est le mari là. Je pense qu'il voulait le faire, il l'a dit comme ça en interview, mais peut-être il s'est mal exprimé et du coup, c'est devenu un peu une espèce de mythe. Bon, il y a des petites erreurs comme ça, mais sinon, c'est quand même très sourcé. Enfin, en tout cas, j'ai fait au mieux. Je sais que là, c'est un peu dur de dire, il faudrait voir les détails. C'est quand même très, très. En fait, il y a même, par exemple, il y a un moment, il y a une pub, enfin, un spot sur les bombes atomiques. Bon, bah, ça, c'est 2 ou 3 spots mélangés. Enfin, c'est vraiment texto. J'ai quand même volé beaucoup de choses. Bon, même les pubs du drive-in, j'ai vraiment piqué en fait. Donc, bon, des fois, j'ai changé des petits trucs pour des trucs de droit. C'est quand même. C'est pour ça que c'est collage aussi, c'est parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup inventé quand même. J'ai vraiment shippé partout. L'émission télé, c'est vraiment texto l'émission. J'ai juste rajouté des zooms et j'ai piqué à une autre émission l'introduction et la pub de fin sur Lucky Strike. Mais il y avait vraiment ce parallèle avec la pièce. Donc en effet, quand je l'ai vu, j'avais le cerveau, j'étais là, ouais, trop bien, il y a la pièce, je vais pouvoir faire mon truc. Et en fait, c'est vrai que je trouvais des coïncidences par hasard dans les documents, quoi. Même la page avec les extraits de journaux, avec des pubs, là où les journaux parlent, et bah, j'ai bien fait attention, c'était des pubs qui étaient soit exactement à côté de l'article, soit ça m'est arrivé de la replacer. Elle était dans la page, mais je la replaçais à côté. Et c'était des coïncidences qui créaient une ironie un peu triste sur le. Voilà, donc ouais, non, c'est quand même très sourcé. Pour rappeler que Lucky Strike en anglais, ça veut dire coup du sort, quoi. Voilà, je me suis dit qu'elle devait voir ses pubs. En fait, j'ai essayé de prendre des trucs pour qu'elle essayer de me dire qu'elle aurait pu penser à ça elle-même et trouver ça triste ou pas, je sais pas. Alors, une autre question de Joanne. Oui, ça va un peu aller dans le sens de ce qui vient d'être dit. Enfin, c'est un peu un détail, mais j'ai remarqué qu'il y avait certains éléments qui revenaient beaucoup, notamment la mouche qui apparaît au début, au milieu, à la fin. Alors, je me demandais un peu si ça avait du coup une signification ou un rôle particulier. Et puis, c'est vrai qu'en fait, il n'y a même pas que la mouche. Il y a les Lucky Strike, il y a les pièces, etc. Donc, je voulais savoir voilà, quel rôle ça avait, comment vous l'avez envisagé. En fait, les premières pages que j'ai faites, c'était la scène de l'attente et la chute. Là, on voit plusieurs fois l'attente après la chute.
Et je pense que ça concentrait tout le reste. C'est-à-dire qu'il y avait des séquences de 5 cases qui se répétaient. Il y avait la répétition de l'événement. Le plan fixe. Et du coup, c'est comme si tout le reste appelait à être ce mouvement-là, en fait. Le mouvement de la répétition, le mouvement un peu des séries de 5 cases. Et ça crée après, ça crée quelque chose une fois qu'on fait ça. J'ai lu dans une critique, il parlait de ressassement du personnage. Je n'avais pas pensé à ça en faisant spécialement. C'est peut-être dû à la scène d'introduction au cinéma que j'ai rajouté à la toute fin, qui fait qu'on a l'impression qu'elle regarde tout ça. Donc on peut éventuellement dire qu'il y a un effet de ressassement du personnage quand on a des soucis, on repense tout le temps à certains événements, mais sous des prismes un peu différents. Après, il y a aussi, par exemple, quand je regardais la télé quand j'étais petit, et ben, je pouvais voir 3 fois la même pub dans la journée. Il y avait aussi un peu ce truc-là. En tout cas, pour les pubs, il y a un côté injonction au bonheur répétée tout au long de la vie, quoi. Et ça crée des motifs. Alors après, voilà, sur ce modèle-là de répétition, bah, plus on répète des motifs, plus il se passe quelque chose. Dans certains contextes, le motif, j'ai l'impression qu'il se charge. Petit à petit, se charge éventuellement, j'espère, de significations plus différentes. Et pour la mouche, par contre, ça s'est fait un peu par accident. J'ai dessiné la mouche sur la Bible dans la scène d'intro. C'était un peu un truc un peu ironique pour signifier, disons, un peu nature contre religion. Enfin, est-ce que ça a du sens ou est-ce que ça n'a pas de sens après est-ce qu'il faut donner du sens à un événement comme ça ou pas? Et il me semble qu'après, j'ai eu l'idée de la mouche à la fin, dans le rêve. Je l'ai imaginé dans le verre de lait. Et après, c'est possible, je crois que je l'ai rajouté une autre fois dans le récit sur une pomme. Alors pour ça, c'était plus pour, disons, un rappel pour montrer qu'elle traverse un peu le récit comme ça. Et ce qui est drôle, c'est que bon, la mouche dans le verre de lait, pour moi, il y avait un truc un peu physique. Je pense que c'est un peu une métaphore de la météorite, mais sous forme de la mouche. C'est-à-dire que c'était un peu la mouche, ça représente un peu de la nature, si on peut dire. J'aime pas trop parler comme ça de la métaphore. Mais il y avait aussi un truc physique, c'est-à-dire un truc blanc avec un point noir dedans. Donc ça pouvait ressembler à son bleu sur son corps, on va dire. Et en fait, après, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a des mouches dans la Bible? Alors, j'ai cherché. Et il se trouve que, par chance ou par hasard, la Bible est le troisième. La mouche est. Dieu envoie des mouches sur l'Égypte. C'est le troisième fléau. Et donc, ça devenait, comme c'est un personnage croyant, c'est quelque chose qui aurait pu habiter ses rêves, en tout cas qu'elle aurait pu. Et donc, ça devenait, disons, un signe d'un mauvais présage, quoi. Et ça, voilà. Et ça permettait. Après, ça permet la scène du rêve où il y a tous ces yeux, et ça peut ressembler, je sais pas, peut-être aux différentes phases de la météorite, un peu. Enfin, il y a des rappels comme ça. Et d'ailleurs, quelque chose que j'avais pas fait exprès non plus. Du coup, comme j'ai mélangé plein de trucs, il y a des hasards qui se créent d'eux-mêmes dans l'histoire, ce qui est assez marrant. C'est que par exemple, cette double page avec les faisceaux de la mouche, on m'a fait remarquer que ça ressemblait au vaisseau spatial de l'extraterrestre au tout début. On voit pas, c'est un petit, mais c'est une boule avec des faisceaux. Il se trouve que c'est les mêmes formes.
Alors du coup, c'est bien parce que c'est aussi le vaisseau, c'est aussi une métaphore de la météorite. Donc voilà, c'est drôle, ça se recoupe. Il y a le film La Mouche Noire qui sortira 4 ans après aussi, qui est le film original qui a inspiré Cronenberg après. Donc tout ça reste cohérent. Alors c'est une question de Colin Frochon maintenant, et après ça sera Jérémy. Colin? Oui, bonjour. Bonjour. J'ai raté le début, donc vous en avez peut-être déjà parlé, mais j'avais une question à propos de l'agencement des pages et des doubles pages, justement. Parce que on sent bien à la lecture que vous avez fait un peu d'expérimentation et, dans les sens de lecture verticale, horizontale, avec des pages un peu éclatées, des collages et tout. Et je pense d'ailleurs qu'on n'a pas pu avoir toutes les subtilités parce que comme on a la lecture en PDF, on déroulait, donc on n'a pas eu toutes les doubles pages les unes à côté des autres. Donc ouais, je voulais savoir si vous pouviez un peu nous parler, parce que de ça, il y a des moments où on voit, il y a un effet de verticalité avec la répétition du flash de la météorite, avec les cases avec plus de contraste au début lorsque la météorite tombe, et qui fait une espèce de bande verticale, ce qui est un peu original quoi, dans une parce qu'on a tendance à lire en strip d'habitude. Et donc là, l'œil, quand on voit la page, il est un peu attiré par cette bande verticale plus contrastée. Donc ça fait un peu un effet de chute qui va avec la météorite et tout. Donc il y a ça. Et puis d'un autre côté, il y a des pages beaucoup moins, où il y a moins un sens de narration évident et où on a plus tendance à se perdre dedans, à chercher des petites informations par là. Et un peu l'apothéose de ça, c'est le moment avec la mouche et les yeux éclatés de la mouche, où toutes les cases, là, il n'y a plus de sens de narration et c'est un mélange de tout ça. Enfin voilà, donc si vous pouviez un peu nous parler de ça. Merci. Oui, d'ailleurs, je peux montrer le format, en fait. Parce que vous l'avez sûrement tous lu en PDF, du coup, ce qui n'est pas du tout adapté. Et comme Adrien me parlait tout à l'heure du format, on peut comparer à Tintin pour que vous ayez une idée. Donc, c'est pas si grand, mais c'est vrai que c'est un peu plus agréable à lire en vrai, je pense. Et si vous voulez, il est sûrement dispo en bibliothèque si vous voulez le feuilleter. D'ailleurs, le rendu imprimé rend un peu différent, parce qu'il y a un papier un peu jauni et c'est un peu plus verdâtre les couleurs, ça rend un peu mieux. Voilà, bon. Au niveau des mises en page, bah, il y a des... Oui, la page d'intro dont tu parles, bon, c'était ce que je parlais d'immature au début, t'étais peut-être pas là. J'ai commencé un peu comme un exercice de style, de manière un peu immature, ce que les gens qui commencent dans un domaine, je pense, font. On veut s'amuser avec le médium. Donc, déformer une case, je trouvais ça drôle. Mais je pense que il y a ce mouvement de répétition de la scène qu'on voit dans la maison. Et je pense que la grande case, c'est à la fois la chute de la météorite, mais c'est à la fois une case qui unit tous ces points de vue en un, d'une certaine façon. Et voilà, je pense que c'est le mouvement que je voulais essayer de faire. C'est un truc éclaté et j'espérais qu'à la fin, tout se rejoigne, enfin tout fasse sens, on va dire, même si ça reste... c'est pas une histoire, enfin c'est pas une façon de raconter qui raconte quelque chose de très précis, mais qu'en tout cas tout se coagule à la fin. Après, il y a des pages... il y a des pages, oui, qui amenaient des... En fait, j'avais fait... Donc, à partir de cette page, j'ai fait un gaufrier. Et après, j'ai essayé de caler les trucs sur ce gaufrier. Donc, il y a des pages avec des narrations plus... où c'est juste assez simple. Comment dire, ce qui devait être raconté. Quand il y avait des photos, ça avait des mises en page éclatées. Et quand c'était plus narratif, c'est plus linéaire. Enfin, par exemple, la chute de la météorite répétée plusieurs fois. Bon, là, c'est une mise en page plus simple. Je sais pas si j'ai répondu à ta question.
Oui, bah justement, en fait, vous parliez de la première fois quand il y a à la fois la bande verticale avec les cases, avec la répétition de la chute, et juste à côté, je crois que donc là, ça marche en double page, mais donc c'est ce que j'ai compris, c'est que juste à côté, des deux côtés du pli, on a la grande case verticale avec la chute de la météorite. C'est ce que vous vouliez dire, ça unifie les deux. Et justement, j'ai trouvé que ça marchait bien parce que plus tard, il y a de nouveau la répétition de cases verticales à peu près au milieu de l'album, je crois. Il y a toute une séquence où on voit à l'intérieur d'une église des gens, mais d'autres gens qui voient le flash de la météorite. Et justement, je trouve qu'à ce moment-là, on comprend bien que c'est un seul et même flash qui est répété de bande après bande, parce qu'on a lu la première scène. Et sinon, ça ne serait pas forcément évident, parce que comme on lit une bande dessinée, on pourrait croire qu'il y a répétition de plusieurs flashs. Et donc, comme on a déjà eu le premier système, je trouve que ça marche bien. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Merci. Ok. Bah, c'est l'effet de répétition, comme du coup, c'est bien si du coup on se rappelle de la première scène quand il y a ça. C'est un peu ça aussi l'idée qu'on puisse superposer petit à petit, tout se superpose. Et c'est pour ça que je fais revenir beaucoup de fois des plans où, par exemple, elle est sur son canapé. J'espère que ça se charge de sens au fur et à mesure, mais ça, je pouvais pas trop savoir en le faisant, parce qu'en plus, j'ai fait toutes les pages dans le désordre. Je ne savais même pas dans quel ordre j'allais les ranger à la fin. Donc voilà. Merci. Jérémy, c'est à vous. Bonjour Fabien. Bonjour. Merci beaucoup déjà d'être là et j'ai vraiment trouvé votre album hyper impressionnant. Enfin, moi, j'avoue que quand je l'ai lu pour la première fois, je me suis dit, bon, il y a vraiment, c'est vrai, un vrai travail de recherche, mais il y a aussi une sorte de recherche de forme que je trouve hyper intéressante. Et je voulais revenir, oui, juste sur l'interprétation de la mouche que vous avez donnée pour savoir si, j'avais une interprétation un peu différente et je voulais savoir si vous aussi, si ça collait avec votre vision. Pour moi, elle était aussi un peu le symbole des médias, dans le sens où il y a vraiment cette idée avec en plus cet œil avec de multiples facettes, cette idée d'intrusion aussi. Et c'est comme en fait, moi j'avais vraiment cette impression qu'elle était là avec ses yeux comme plein de caméras en fait, et qui allait chercher jusqu'au plus profond de l'intime. Et du coup, je voulais savoir si ça vous semblait valable ou pas, et si vous avez cherché à avoir cette figure un peu intrusive par rapport aux médias aussi. Merci pour ta question. J'avais pas pensé, donc je vais dire non, mais après, oui, il y a un point de vue sur les médias dans l'histoire, et il y a aussi, comme tu dis, il y a une page où on voit une radio de sa hanche qui est mise en parallèle avec une photo qu'un journaliste a fait de sa hanche. Et j'ai dessiné la photo, j'ai dessiné le négatif après la photo imprimée. Et donc je mettais en parallèle la radio et le négatif, comme si il y avait quelque chose qui on est dans la façon, enfin, raconter une histoire personnelle dans les médias, il y a quelque chose qui expose quelque chose de très personnel de quelqu'un, même si ça manque, enfin, même si ça le raconte de façon superficielle. Mais pour la personne, en tout cas, il y a quelque chose de mise à nu. Et donc, bon, c'est pas lié à la mouche, mais c'est vrai que les points de vue que j'avais sur les médias, c'était qu'ils ne pouvaient pas ne pas raconter cette histoire, parce que c'est leur boulot, et puis et même si quelqu'un disait je vais pas raconter cette histoire, il y aurait quelqu'un d'autre qui la raconterait dans tous les cas. Mais le fait qu'il le raconte change la vie de la personne en question. Ça a un impact. Je pense qu'il y avait quelque chose d'éventuellement tragique dans ce mouvement là qu'on peut pas, qui est obligé d'être fait. Ce mouvement médiatique, on peut pas l'empêcher, mais ça a des conséquences. Bon, je sais pas, ça a toujours des conséquences quand c'est fait, mais en tout cas, c'est des questions qu'on pourrait se poser en tant que journaliste, mais je pense que on peut pas ne pas le raconter en même temps. Donc c'est pour ça qu'il y a un côté tragique là-dessus, je trouve. La mouche, est-ce qu'elle est intrusive? Il y a un truc que j'ai pas dit aussi sur la mouche, c'est que c'est des mouches empoisonnées qu'envoie Dieu sur l'Égypte.
Alors ça, c'était pas mal parce que du coup, je l'avais fait tomber dans le verre de lait. J'avais déjà cette idée que, bon, personnellement, je trouve que quand une mouche tombe dans mon verre, voilà, j'ai pas toujours à une barre le verre. Mais là, symboliquement, ça marche parce qu'elle empoisonne le verre. Voilà. Et ce verre, c'était... Bon, je sais pas trop comment faut le dire, mais c'est elle qui décide d'accepter ce qui lui arrive, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur la mouche. Je n'ai pas pensé, donc après, est-ce que ça marche peut-être. Mais... Voilà, merci mais j'aime bien entendre des points de vue que je n'avais pas envisagés. Ah bah écoutez, avec plaisir. Merci à vous pour votre réponse, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup. C'est le signe des œuvres inépuisables, c'est qu'effectivement, on peut y trouver plein de choses. Moi, je me suis posé la question, parce que vous avez dit que vous avez mis 4 ans à faire le livre, c'est-à-dire grosso modo la présidence de Donald Trump, même si le livre parle de 1954, je trouve qu'il nous parle beaucoup de maintenant. Et je voulais savoir comment est-ce que justement ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, ce qui se passe dans l'Amérique d'aujourd'hui a pu aussi vous influencer. Je pense par exemple à cette double page 36-37, La chute encore, où il est question de la ségrégation raciale dans un des strips, où on voit un noir et un blanc qui boivent chacun à une fontaine publique. Il y a un côté pour les blancs, un côté pour les colored, comme on disait à l'époque. Et puis la chute de la météorite momentanément les réunit. Est-ce que c'est un commentaire sur ce qui se passe aussi dans le monde d'aujourd'hui que vous avez voulu faire? Je ne l'ai pas fait comme un commentaire, non, c'était plus, j'avais l'impression que jusqu'ici, il fallait quand même, comme il y a un personnage noir qui intervient à la fin, Julius McKinney, c'était bien même d'esquisser un peu le contexte de l'époque. Et donc, c'était plus pour ça. Et après, c'est vrai que j'imaginais que c'était pas impossible que face à un événement aussi extraordinaire, pendant quelques secondes ou minutes, ils en oublient, en tout cas, ouais, leur racisme. Je sais pas si c'est vrai. Je pense qu'on peut imaginer que pendant une minute, ça puisse arriver, même si c'était dans le sud des États-Unis, donc c'était l'endroit le plus costaud aux États-Unis à l'époque. Donc c'était plus pour du contexte et montrer que bah là, ces deux pages, c'est plus plein de points de vue sur ce que ça peut faire. C'est plein de... Chaque ligne est un point de vue sur... il y en a un, c'est un drapeau américain qui se lève, par exemple. Il y en a une qui est assez étonnante, juste en dessous, c'est une femme qui peint de l'art abstrait avec des étoiles notamment, et puis qui, voyant la comète, renonce à l'art. Bah, c'est que oui, bon, c'est des petits trucs humoristiques, hein, mais c'est que la beauté d'un événement dépasse... Bon, je ne sais pas si c'est au fond ce que je pense vraiment, mais en tout cas, sur le moment, c'est ce qu'on peut penser, quoi. C'est le côté extraordinaire fait que ça remet en question ce qu'elle était en train de faire qui lui semble... Je ne sais pas si elle renonce à l'art, mais elle renonce à son tableau, en tout cas, à ce moment-là. Mais je crois pas que c'est... En tout cas, je crois pas que j'ai essayé de faire un commentaire sur l'Amérique d'aujourd'hui. Après, c'est sûr qu'il y a les mêmes restes de cette époque qui sont encore là, quoi. J'ai 12% de batterie, j'avais oublié, donc je vais juste chercher mon chargeur. Je reviens. Désolé. Ça me laisse le temps de demander s'il y a d'autres questions encore parmi vous. Sinon, moi, je vais en poser encore 2 autres. Alors, Colin repose une question. Et bah, ça va être Colin, puis Julie. Et Jérémy, je ne sais pas si vous avez oublié de baisser votre main, mais voilà. Donc, c'est Colin d'abord, et puis Julie, elle, ensuite. Et j'en profite aussi pour repréciser, vous allez recevoir un lien la semaine prochaine pour en fait choisir une BD physique de votre choix parmi la sélection. Et donc, si vous avez choisi la météorite de Hodge, eh ben, vous pourrez voir la vraie taille en vrai chez vous. Voilà, vous allez recevoir un lien sur votre mail. Donc voilà, checkez bien vos spams.
À titre personnel, je vous recommande de choisir celle-là parce qu'elle ne prend sa vraie dimension, effectivement, que quand on peut la voir se déployer ces doubles pages. Voilà, pardon de cette incise. À vous, Colin. Donc c'est pareil, c'est peut-être une question à laquelle vous avez déjà répondu tout à l'heure, mais j'ai remarqué que, enfin, je me demandais si c'était volontaire plutôt, le fait que vous ayez reculé au maximum la représentation de la réaction vraiment personnelle de Anne Hodges devant ce qui lui arrive, avec des cases où on la voit, elle, discuter avec son mari. Et en fait, ça arrive vraiment que à la fin, dans la double page avec la mouche. Parce que sinon, avant, il y a je crois qu'il y a une double page où il y a un dialogue entre eux sur ce qui vient de se passer, mais c'est plutôt vers la fin déjà. Et surtout, on les voit pas eux, c'est en off. On voit leur maison, mais on les voit pas. Et donc, avant, il y a beaucoup de commentaires très extérieurs en fait sur ce qui est arrivé, mais c'est pas très humanisé de la part des personnages principaux, quoi. Et donc, est-ce que le fait de reculer ça au maximum pour avoir beaucoup de commentaires et à la fin voir comment, essayer de comprendre comment elle le ressent elle, c'était fait exprès, voulu. Oui, en effet. C'était à la fois voulu, à la fois c'était un peu arrivé comme un accident. C'est à la fois arrivé parce que, en effet, au bout d'un moment, je me disais, ah, ça prend le risque d'être un peu trop déshumanisé, parce que je voulais raconter de manière déshumanisée, en tout cas sans elle, toute l'histoire. Mais après, je me suis dit, bon, je prends le risque d'être un peu trop désincarné. Donc, je m'étais dit, je rajouterais une scène de rêve à la fin, qui serait un condensé de tout ce qu'on a lu avant. Et du coup, comme c'est raconté de manière... c'est plus symbolique, il fallait qu'on soit familiarisé avec l'histoire, quoi. Et j'espérais qu'avec toutes les informations qu'on avait engrangées avant, il se passerait quelque chose là. Mais en fait, comme je le fais au fur et à mesure et dans le désordre, de toute façon, je ne savais pas le résultat final avant de le lire. Et même après, je ne sais pas, parce que quand on a bossé sur quelque chose soi-même, c'est compliqué de savoir ce qui se passe. On est concentré sur les défauts, les trucs. Donc, mais en tout cas, j'espérais que ça condenserait, tout ce qu'on avait lu avant se condenserait dans le rêve, et que du coup, je pouvais la montrer, pas faire grand-chose, par exemple, mais que le personnage on l'avait chargé de quelque chose en tant que lecteur. Et ça venait aussi d'une frustration juste personnelle, que je m'étais mis à douter, est-ce que j'aurais pas dû raconter cette histoire juste de manière linéaire, quoi, comme un truc, comme un film normal. Parce qu'il y a, enfin, parce qu'il y a plein de moments finalement que j'aurais bien aimé raconter. Donc après, je me suis dit, bah, je vais les caler là. Donc c'était aussi voilà, quelque chose que j'avais juste envie de faire comme ça. Mais après, je me suis dit que c'était comme si elle avait un flash. Je sais pas si c'était dans un film. En tout cas, ce serait un truc qui durait 5 secondes. On ferait comme ça, un truc. C'était la version BD d'un flash dans un film comme ça. Et c'est vrai que ça permet de... Je pense que comme c'est des bouts de scène un peu coupés, ça reste ça garde un peu de pudeur, mais et en même temps, comme c'est un rêve et que je l'introduis comme un film, déjà on se dit que c'est l'interprétation de l'auteur. Enfin, il y a quelque chose qui est plus... Et je veux dire, ça aurait pas pu marcher autre part qu'à la fin. Les gens ne comprendraient pas, en fait. Si je l'avais mis autre part qu'à la fin, on ne comprendrait pas, parce que ça fait référence à plein de trucs qu'on a vus, dans toutes ces scènes. Donc là, il y a un truc assez logique comme ça. Et voilà, j'espère que c'est un moment qui peut donner de l'émotion. Mais après, moi, j'aime bien l'émotion, mais pas comme disent les cahiers du cinéma, pour ceux qui disent la sentimentalité. Donc, j'aime bien les émotions, mais qui seraient un peu distantes. Enfin,
par exemple, ouais, j'aime pas trop les scènes d'engueulade ou de trucs dans les histoires, mais en général. Donc là, je sais pas, j'ai essayé de garder une certaine distance dans ces petites cases quand même. Voilà, je sais pas trop. Après, je fais beaucoup, c'est beaucoup des choses faites un peu par accident et qu'après, je me regarde si ça fonctionne. C'est un peu comme ça. Donc, je crois que Et ça je peut. trouve que justement le côté moins narratif à la fin, dans la vision du rêve, le fait que ça soit moins narratif, moins classique et plus éclaté, quoi. Donc avec la mouche, c'est complètement éclaté, mais même avant, c'est déjà un peu éclaté. Ça marche bien parce que ça fait assez vision de l'auteur. D'un côté, on comprend qu'il y a qu'on n'est pas dans ce qui s'est passé réellement. Enfin, on est dans sa tête, mais à la fois c'est une projection de l'auteur. Et puis en même temps, ça permet de se dire qu'elle, elle est sûrement perdue au milieu de toutes ces informations, comme nous, on l'a été à la lecture, enfin qu'elle a sûrement été perdue, quoi. Et donc il y a une forme d'identification au personnage, et je trouve que effectivement ça marche bien. Donc merci beaucoup. Il y avait aussi un truc dans. En fait, il y a aussi un truc qui s'est fait. Il y a un truc avec la symétrie dans le bouquin qui est certainement inspiré de Chris Ware qui bosse, qui fait beaucoup de trucs sur la symétrie. Donc, après, quand on travaille, on ne se rend pas toujours compte à quel point on emprunte des trucs à d'autres. Et, la symétrie était aussi assez justifiée dans ce bouquin parce qu'il y avait comme une ligne de fracture au moment du choc, et un avant et un après. Et l'après est comme avant, mais pas comme avant. Il y a quelque chose comme ça. Tout a changé, mais rien n'a changé, quelque chose un peu comme ça. Et je joue un peu avec ce moment dans tout le livre. Et c'est vrai que là, du coup, ces 2 pages de la mouche, c'est juste où là, on ouvre un peu plus ce. Parce qu'il y a une page où il y a une double page où on voit le bleu au milieu, qui est un peu comme un. Comment dire, comme un trou. Et là, c'est un peu comme si on rentrait dans ce trou un instant, on imaginait rentrer, quoi. Et que entre les deux, il y a l'avant dans la maison et l'après au musée. Ouais. Il y a ce mouvement-là, ouais, version rêve, mais qu'on retrouvait déjà avant dans l'histoire. Je crois que c'est ça. Ouais, je trouve que ça marche bien. En tout cas, c'est intéressant à lire. Il y a plein de pistes et tout. Merci beaucoup. Merci. Julie, c'est à vous. Merci, oui. Je rebondis encore un peu sur ce que vous avez dit par rapport au lien entre la nature qui va être un peu personnifiée justement par exemple par cette mouche dans un niveau de lecture et, le rapport aux médias que vous instaurez, la réflexion que vous instaurez par rapport à ça. Je me demandais si vous aviez aussi imaginé proposer justement une réflexion autour de l'information de manière générale et à quel point voilà, un événement n'a d'importance que ce qu'on lui donne finalement aussi, puisque à un moment, tout le monde va se focaliser sur une information, sur un événement, il va prendre de l'importance. Et déjà, on le voit dans le récit parce que bah, voilà, à un moment, il y a un enjeu pécunier financier qui se met en place et puis au final, on se rend compte que le temps que tous les enjeux légaux soient dépassés, bah, cet enjeu financier, il fait un flop. Et eux, ils vont pas du tout en tirer profit au final, les époux Hodges. Et il y avait ces scènes où justement où on voit la chute de la météorite de différents points de vue. Et moi, il y en avait une que je trouvais assez drôle, c'est celle justement du mouton qui est en train de brouter dans son petit morceau de prairie et qui va lever la tête parce qu'il y a un truc qui se passe, mais que ça va absolument pas influer sa vie. Et du coup, il va tout de suite retourner à son activité d'avant et qui du coup pouvait être aussi une personnification de cette nature où au final un événement comme ça c'est vraiment un grain de poussière à l'échelle de la nature dans sa globalité. Oui, très bonne remarque. Ça, c'était je pense que c'était le sentiment de départ qui a lancé cette histoire. C'était de raconter cet événement qu'on dit extraordinaire de la manière la plus, en tout cas dans la scène du début, la plus neutre possible. Même si j'ai pas pu me retenir de mettre un coup de vent dans le rideau. Donc, même pour moi, c'était compliqué de faire ça. Et parce que c'est vrai que du point de vue de la nature,
c'est rien, c'est comme un coup de pied dans un caillou, quoi. Et en effet, il y a ce truc-là. C'est pour ça que j'ai mis en parallèle aussi le film It Came from Outer Space. C'est qu'on charge cet événement et les météorites en général, et cette pierre, et peut-être les météorites en général, de fantasmes, en fait. Et donc, le parallèle avec le film, c'était un peu... oui, une météorite dans un film, c'est forcément un extraterrestre. Ça peut pas être juste une pierre. Et c'est une histoire drôle de série B, mais ça renferme quand même une vérité que quand on voit une météorite, on a envie de voir plus que ça. Et c'est vrai que c'est un peu extraordinaire. Mais en même temps, il y a un truc où il me semble que c'est dur de connecter de manière réelle avec l'objet. La page où on voit la météorite taille réelle, à peu près, c'était inspiré d'une exposition de Olafur Eliasson, un artiste islandais qui fait des installations au musée Louis Vuitton à Paris. Et au tout début de l'exposition, il y avait une météorite qui était dans une pièce noire, un peu, il y avait une certaine ambiance comme ça, peut-être une musique en fond, je ne sais plus. Et il y a marqué toucher une météorite et connecter avec l'espace, je ne sais pas quoi. Et c'était une bonne intention. Sauf qu'après, je voyais moi et tous les autres gens toucher la météorite et puis ça faisait rien, quoi. Ceux qui arrivaient éventuellement à se connecter, c'est juste parce qu'ils arrivent à avoir une imagination plus grande que les autres. Mais en fait, voilà, donc il y a ce truc-là, cette histoire de fantasme et qu'on a mis sur le personnage d'Anne aussi, quoi, qui devient... Et au final, c'est un fantasme dans lequel vous situez vous-même, puisque vous disiez au début de l'interview que vous étiez devenu un peu geek par rapport à cette histoire, une espèce d'obsession à vouloir creuser tous les détails et essayer de trouver le maximum d'informations dessus. Bah, c'est vrai que j'ai eu une fascination déjà pour les météorites, enfin tous les... Oui, c'est un peu ce double mouvement de fascination, mais en même temps de distance. Et à son histoire, elle, oui, il y avait... Alors, je sais pas si ça arriverait dans toutes les histoires ou quoi, mais dès qu'on s'intéresse à un cas réel. Mais oui, il y avait... Ouais, j'étais devenu fasciné par tous les détails et dès que je trouve un nouveau truc dans une petite ligne en plus dans un article, je me dis, il faut que j'arrive à le caler quelque part dans l'histoire. Par exemple, j'ai calé juste sur une ligne. Les gens pensaient qu'elle était atteinte de radioactivité quand elle est allée à l'hôpital. Bon, là, c'est juste un petit détail, mais moi, quand j'ai trouvé ça, je trouvais ça fascinant. de voir que les gens s'imaginaient tout de suite des trucs de films de science-fiction. Et voilà, après, j'ai voulu raconter l'histoire qu'elle puisse garder une certaine pudeur dans l'histoire, pas trop l'exposer, mais en même temps, bon, je fais une histoire sur elle. Je suis pas sûr qu'elle aurait voulu, je pense qu'elle aurait préféré que je fasse pas cette BD, mais bon. Voilà, donc il y a aussi ce double mouvement, je sais pas si... Mais ça rend bien en tout cas, donc merci. Sur les médias, ce que vous disiez, bah oui, c'est des constructions aussi. Bon, ça peut parler des médias d'aujourd'hui. Il y a un côté parfois BFM TV rapace. On jette surtout les petits trucs croustillants. Bon, là, c'est même plus du fantasme sur BFM, c'est de l'audience, donc c'est un peu différent. Je pense que là, dans cette histoire, c'était un peu plus honnête quand même. Je pense qu'il y avait vraiment du fantasme même chez les médias. Mais en même ouais. En même temps, ça faisait vendre aussi. Donc, je sais pas. Merci beaucoup. Merci. Merci. Moi, j'ai encore 3 petites questions avant qu'on arrête cette rencontre. Ça n'a pas été abordé, la question de la couleur, le choix de la bichromie et cette couleur en particulier, ce vert gris qu'on pourrait appeler glauque si ce n'était pas si péjoratif comme nom, mais je crois que c'est la couleur, le vert glauque, et qui est aussi celui un peu de la SF de l'époque. Vous avez fait beaucoup d'essais de couleurs avant de choisir celle-ci? Alors,
Déjà, je suis fait le noir et blanc parce que je partais beaucoup de... Bon, c'était à la fois parce que je suis très nul en couleur. Donc voilà. À la fois parce que toutes mes sources étaient en noir et blanc. Donc, même si j'avais fait en couleur, il y aurait des pages qui seraient entièrement en noir et blanc. Donc il y avait ça. Et c'était aussi, ça permettait de faire des jeux d'ombre et lumière qui rappellent un peu les trucs de série B. Donc voilà, de mélanger un peu ça. Et en fait, la couleur, déjà sur le PDF, je pense que c'est pas la même que sur la version imprimée. Le côté plus vert, il a apparu à l'impression. Et je pense que c'était un peu plus chaud sur PDF et ça rend mieux imprimé. Il y a un côté en effet légèrement étrange, plus vintage et en même temps plus étrange. Je l'ai ajusté au fur et à mesure de temps en temps. Le problème, c'est qu'après, à un moment, j'aurais pu continuer à la changer. Enfin, en fait, il suffit de changer quelques millimètres sur Photoshop et ça change un peu l'ambiance. Mais c'est dur de se décider, en fait, selon le jour. J'aurais fait une autre couleur. Et à la fin, changer toutes les pages au dernier moment, c'était compliqué, surtout que je faisais des corrections jusqu'au dernier jour. Donc, je me suis arrêté. Mais j'étais pas satisfait tellement de la couleur, mais je me suis dit, bon, on va faire comme ça. Mais je trouve que la version imprimée, il y a un côté un peu étrange, un peu verdâtre, je n'y aurais pas pensé. Donc ça, c'est bien. On vous recommande une fois de plus, aussi pour les couleurs, de vous procurer la version imprimée. Est-ce que le livre a été vendu aux États-Unis? Et pour l'instant, non. Ce serait bien, parce que c'est une histoire américaine. Donc je sais pas, après, je sais pas, c'est Delcourt, ils ont un service qui est censé gérer ça. Après, je sais pas combien de temps ça prend à... Je sais pas si ça intéresserait quelqu'un, si ça prend du temps à se faire ces deals-là. Mais ce serait bien. Et j'aimerais bien qu'un jour, elle soit vendue au musée, même si apparemment, ils n'ont pas une super boutique. Mais bon. Parce que là, si on vendait en français, ça n'a peut-être pas trop de sens. Donc, j'espère. Et puis, dernière question, vous travaillez sur quoi en ce moment? Vous pouvez nous le dire? Et j'ai tout juste essayé de commencer une nouvelle histoire. Alors, je sais pas, je me rends compte que je ne sais pas écrire au scénario. Donc, je vais faire sans, je vais faire, on va voir. Et en même temps, j'ai pas envie d'avoir réussi à écrire un scénario entier pour commencer, parce que sinon, je vais commencer dans 3 ans. Donc, j'essaie de commencer une scène, et puis on verra. En tout cas, l'univers, il y a des trucs en lien, parce que il y a toujours de la science-fiction, des films de science-fiction. C'est un univers autour d'un groupe New Age ufologique. Ufologique, c'est les ovnis en anglais. Et il y a toujours des... Il n'y a pas de météorites, mais il y a d'autres planètes, normalement. Il y aura d'autres planètes. Oui, c'est un peu... Et puis il y a toujours cet aller-retour, je pense, entre une histoire et des trucs de science-fiction. Sauf que là, c'est des gens qui s'inspirer, ce ne sera pas une histoire réelle, mais s'inspirer, je dis plein de livres quand même, parce que c'est inspiré de groupes qui existent vraiment. Et c'est des gens qui ont des vies passées, qui pensent avoir des vies passées qui ressemblent à des films de Star Trek, disons. Et du coup, c'est pas très loin de la scientologie, mais version plus marrant. Voilà. Et je pense, je sais pas, du coup, je pense que ce sera quand même un peu éclaté comme histoire, parce que pour l'instant, c'est ce que je sais faire. Et gros défi, ça a besoin de couleurs, donc j'essaie d'apprendre la couleur. Et c'est dur. On guette ça, j'espère que ça ne prendra pas 4 ans aussi. On va voir. Il y aura plus de pages, je pense, donc même si ça prend 4 ans, ce sera plus loin à lire. Merci beaucoup, Fabien Rocher. Merci à tous les étudiantes, les étudiants pour la finesse de vos questions. Vous êtes des vrais très bons critiques.